Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour premier webinaire de l'année organisé par Grisby, votre coach patrimonial. Le thème du jour, quelle stratégie d'investissement adopter pour 2022? Un vaste sujet, notamment face à l'actualité du moment. Vous êtes très nombreux à nous poser ces questions. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné pour nous éclairer par trois experts partenaires de Grisby, de trois maisons de gestion de renom. Je vais vous laisser la parole, et puis également par Emmanuel Collinon-Buzzmaker, le gérant de notre cabinet Grisby Gestion Privée. Je vous laisse donc tous les trois vous présenter rapidement. Louis-Charles, si tu veux commencer. Oui, bonjour à tous. Merci Maxime, merci à toute l'équipe de Grisby. Effectivement, je sais pas si je suis un expert, mais je suis Louis-Charles Nero. Je suis depuis 7 ans chez JP Morgan Asset Management, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour essayer de, dans une certaine mesure, décrypter un petit peu les marchés financiers et surtout prévoir un peu la suite, voir qu'est-ce qu'on fait maintenant sur 2022. Merci Louis-Charles. Paul. Bonsoir Maxime, bonsoir à toutes et à tous. Mais écoutez, je suis ravi également d'être à vos côtés ce soir. Paul Gaudry, je travaille depuis 3 ans à la financière de l'Échiquier. J'ai le plaisir d'accompagner le cabinet Grisby pour présenter la gamme de la financière de l'Échiquier, une gamme qui a 30 ans d'existence. Et également ce soir, très heureux de pouvoir vous partager un peu d'abord le bilan de certaines de nos stratégies, les perspectives d'évolution, en espérant répondre à toutes vos questions. Merci Paul. Et Maxime. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci déjà pour commencer à toute la team Grisby de nous convier pour parler un petit peu de notre métier et proposer des idées de placement pour cette année 2022 et les années suivantes. Il est de coutume, et je crois que j'ai encore le temps de le faire, de vous souhaiter une très belle année à toutes et à tous. J'ai l'honneur de représenter deux très belles maisons, Thematics AM et Mirova, qui ont vocation d'intégrer du sens et du bon sens dans vos placements financiers, en essayant de ne pas se faire polluer par l'information et l'hyperinformation que l'on a et que l'on peut lire dans notre quotidien. Et donc, voilà, j'aurai quelques minutes pour vous convaincre d'investir sur la révolution digitale et la révolution environnementale qui vont probablement façonner le monde de demain. Parfait. Merci à tous les trois. Je laisse la parole à Emmanuel pour également se présenter. Oui, bonjour à tous. Effectivement, moi je suis gérant associé de Grisby Gestion Privée. J'accompagne quelques clients qui me voient. Donc bonjour à tous. Certains, je ne les connaissais pas et maintenant ils me connaissent de vue. Donc voilà. C'est parfait. Merci Emmanuel. Vous le savez peut-être, je le rappelle au cas où, vous avez la possibilité de nous poser des questions à travers cette plateforme-là, Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions qui seront posées ce soir, mais en tout cas, on fera un temps de questions-réponses à l'issue de l'intervention de nos experts partenaires de ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas pour toutes ces questions, ça permettra également de générer de l'interactivité. Avant toute chose, peut-être Emmanuel, est-ce que tu peux revenir rapidement sur le bilan de l'activité du cabinet et puis également son actualité? Oui, tout à fait. Donc l'année 2021, globalement, pour Grisby Gestion Privée, c'est bien passé. En 2 mots, on a collecté plus de 36 millions d'euros et plus de 500 clients nous ont rejoints durant cette année. L'équipe de gestion aussi s'est étoffée par l'arrivée de Jules. Et là, dans les semaines à venir, nous devrions aussi annoncer l'arrivée d'un nouveau conseiller en gestion de patrimoine. Et concernant effectivement l'actualité du moment, ou les produits un petit peu phares qui sont demandés par nos clients, il faut savoir en fait qu'il y a encore quelques semaines, on avait beaucoup de personnes qui faisaient des plans d'épargne retraite pour réduire leur fiscalité. Là, en début d'année, on repart très rapidement sur le Girardin. Effectivement, je pense que vous connaissez, c'est un produit qui permet de réduire de 110% son imposition. Et on a beaucoup de demandes aussi sur tout ce qui est private equity, fonds communs de placement à risque et aussi placement de trésorerie pour les entreprises ou les associations. Ça, effectivement, on a en ce début d'année beaucoup de demandes. Et il faut savoir aussi que en ce début d'année, on regarde tous les projets de nos candidats et on regarde l'impact fiscal, successoral pour vos finances que l'arrivée
de ces potentiels candidats peuvent impacter sur vos finances. Donc voilà un petit peu en 2 mots ce que je peux vous dire aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup Emmanuel pour ce point de situation. Louis-Charles, ce que je propose, c'est de commencer avec toi, avec la vision de JP Morgan, à la fois sur un bilan rapide de l'année qui vient de s'écouler, et puis sur les projections, l'analyse et les perspectives pour l'année 2022 qui est devant nous. Louis-Charles, je te donne la main et je te remercie d'avance. Oui, tout à fait. Merci Maxime. Effectivement, un très rapide retour sur l'année 2021, puisque maintenant l'année 2022 commence à bien avancer. Un rapide retour peut-être politique. Il y a eu quelques changements de l'autre côté de l'Atlantique, notamment avec le départ de Donald Trump, en Allemagne avec l'arrivée de Merkel. Sur le front épidémique, il y a eu une accalmie, puis un fort redémarrage de la pandémie, ce qui nous a amené tous à rester humbles d'ailleurs, parce que on s'est tous dit, bon, bah, maintenant, ça y est, on passe à la suite. Et finalement, l'épidémie a quand même repris de la vigueur. Et sur le front économique qui nous intéresse peut-être un petit peu plus, il y a eu une forte, même très forte et très surprenante reprise, permise en partie par l'administration de 9 milliards de doses de vaccins, mais également, il ne faut pas se leurrer, par le début d'une immunité collective qu'on commence à bien voir. Cette forte reprise économique, donc 6% de croissance dans le monde en 2021, après une forte récession en 2020, moins 3% de croissance, donc a permis une vraie accélération du cycle l'année dernière. Les marchés développés ont largement surperformé les marchés émergents en termes de résultats financiers, en termes financiers. Et le grand sujet en 2021, qui restera d'ailleurs le sujet de 2022, ça a été l'inflation. Cette forte reprise a donc entraîné une forte inflation, un engorgement des chaînes logistiques et 7% d'inflation aux États-Unis, 5% en zone euro. On le voit presque un peu moins, même si on en parle beaucoup en France. On a aujourd'hui 3% d'inflation en France. Donc, c'est loin des sommets qu'on a atteints dans le reste de l'Europe ou aux États-Unis, mais on commence malgré tout à bien le voir. La performance très rapidement des marchés actions l'année dernière, le MSCI World, donc les actions mondiales, ont performé de 22%, les États-Unis 27%, l'Europe 17% et peut-être Cocorico, le CAC 40, 29% l'année dernière. Et le mauvais élève a été la Chine, même si c'est chez JP Morgan Asset Management une très forte conviction. Le mauvais élève a été la Chine, moins 20% pour le MSCI China, donc l'indice phare en Chine. Donc je te coupe une seconde, Louis-Charles, parce qu'effectivement, on reparlera de la Chine et on a déjà eu une question d'un de nos participants autour de la Chine et des valeurs chinoises en particulier. Tout à fait. Et ça sera effectivement l'occasion d'en reparler. Maintenant, après ce constat, très bien, une forte reprise, une croissance en 2021. Maintenant, la question que tout le monde peut se poser, c'est que faire en 2022 ? Effectivement, les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Il va falloir être discriminant, il va falloir appliquer de la méthode. Quels sont les risques ? Quelles sont les opportunités ? Toujours le risque sanitaire, il ne faut pas le négliger malgré tout en 2022 dans certains pays développés, mais peut-être plus encore dans des pays émergents. Et en particulier, nous en Chine, même si je vous l'ai dit, on est assez partisans de la Chine, mais néanmoins, cette politique du zéro Covid, donc à chaque fois qu'il y a un cas de Covid, on bloque tout. Ça a permis, là encore récemment, de bloquer une ville de 13 millions d'habitants qui vient d'être déconfinée. Mais ça peut effectivement impacter cette politique de zéro Covid. Il faut revenir sur les 2 slides précédents peut-être. Mais ça a impacté forcément la croissance dans ces pays-là. Néanmoins, on s'attend en 2022 à une croissance moins forte qu'en 2021, mais pour autant au-delà de son potentiel et au-delà de la moyenne de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mix des politiques budgétaires et des politiques monétaires tout à fait favorables. Donc l'action combinée des banques centrales et des gouvernements qui permettent justement de prolonger cette croissance, de soutenir cette croissance et de donner des perspectives favorables. On s'attend à entre 4 et 4,5% de croissance en 2022, donc c'est plus faible qu'en 2021, mais c'est malgré tout soutenu, même si c'est effectivement en légère décélération. Pourquoi ? Donc parce que tout simplement, plusieurs éléments, l'effet de la consommation des ménages, il y a beaucoup de ménages qui ont beaucoup épargné pendant notamment ces 2 dernières années ou qui ont beaucoup épargné peut-être par défaut parce qu'elles n'ont pas pu effectivement consommer. Donc ça représente juste cette épargne excédentaire
représente 11% du PIB aux États-Unis, un peu plus de 6% en Europe, donc c'est relativement important. Et ça fait donc un coussin amortisseur pour permettre à une relance de la consommation. Donc des ménages, il y a également des investissements sur le front des entreprises et des gouvernements. Sur le front des entreprises, on l'a observé, jamais en sortie de crise sanitaire, on a eu une situation aussi favorable, une situation bilancielle des entreprises aussi bonne. Vous allez me dire, effectivement, certaines entreprises et beaucoup de pans, beaucoup de secteurs de l'économie ont été mis sous perfusion. Il y a eu du chômage partiel, il y a eu aux États-Unis jusqu'à des chèques aux ménages, il y a eu donc quasiment une nationalisation de beaucoup de secteurs, mais finalement, ça a évité dans une certaine mesure des faillites, et le niveau de faillite est finalement au plus bas historique partout dans le monde. Et donc ça permet à ces entreprises de pouvoir investir dans l'avenir. Et ça sera demain le vrai soutien en 2022 à l'économie et même au-delà. Les entreprises sont face à beaucoup de sujets, la digitalisation, la gestion des stocks, la décarbonisation. Il va falloir produire peut-être différemment, ça va coûter sans doute plus cher, mais donc ça va nécessiter des investissements de la part des entreprises, donc travailler différemment, et tout ça va susciter donc des investissements et soutenir la croissance. Donc les principaux soutiens à l'économie, la consommation des ménages, la consommation des entreprises et les investissements des États. Il y a eu le plan d'infrastructure voté en décembre de plus de 1200 milliards de dollars. Donc ça, c'est des plans qui vont être développés pour moderniser certaines infrastructures aux États-Unis, et ça sera des vrais soutiens à la croissance. Le sujet, j'en ai un tout petit peu parlé, mais le vrai sujet en 2022, ça va être l'inflation. C'est un thème qui a commencé à être majeur en 2021 et ça sera vraiment le vrai sujet. Et ça nécessite d'ailleurs pour vous en construction de portefeuille une nécessité de s'en préserver. Et on le verra et on le répète jamais assez, c'est finalement les actions, les marchés financiers, mais les actions en particulier qui sont le meilleur moteur, le meilleur rempart contre cette inflation. Nous, chez JP Morgan Asset Management, on est un peu humble parce que finalement, on pensait que cette situation d'inflation était tout à fait transitoire. Je rappelle quasiment 7% d'inflation aux États-Unis, 5% en Europe, donc c'est tout à fait important. On pensait que ça serait transitoire. Finalement, c'est un transitoire qui ne cesse de durer. Néanmoins, on a conscience qu'il y a quand même des forces déflationnistes en présence ou bien des forces inflationnistes, mais tout à fait temporaires, qui sont par exemple les disruptions des chaînes logistiques qu'on a pu observer. On a vu des temps de livraison maintenant qui commencent un petit peu à se réguler, le prix du conteneur qui avait bondi, qui commence à refluer. Donc toutes ces forces inflationnistes, finalement, on peut penser à ce qu'elles sont malgré tout temporaires, et les forces déflationnistes long terme, on les a, c'est le vieillissement des populations, c'est la robotisation de l'économie, c'est là typiquement, en ce moment on fait cette réunion via un Zoom, ça coûte pas grand-chose, ça coûte un peu de débit Internet, mais donc ça c'est aussi déflationniste, c'est une nouvelle méthode de travail, et donc même si l'inflation sera le vrai thème de 2022, peut-être un tout petit peu au-delà, malgré tout, nous on pense qu'elle va se résorber assez rapidement, et que même là c'est vraiment nos prévisions plus long terme, notamment à 10 ans, dans nos prévisions long terme, on pense que les banques centrales vont vraiment devoir travailler pour avoir plus d'inflation, et on va revenir dans ce qu'on appelait il y a encore 2 ans une japonisation de l'économie, avec une inflation très faible et une croissance relativement faible. Je rappelle qu'au Japon, l'inflation est toujours au plancher. Néanmoins, cette inflation, même si peut-être elle est temporaire, elle entraîne des réactions des banques centrales, et ça sera aussi à observer de près. Et c'est d'ailleurs ce qui, depuis ces 3 dernières semaines de janvier, a peut-être inquiété les marchés. Quelle sera la réaction des banques centrales vis-à-vis de cette inflation très forte? Et bien, la réaction des banques centrales ne s'est pas fait attendre. Ça va être, elle l'a annoncé, il y a encore une réunion hier de la Banque centrale américaine, la Fed. Ça va être de réduire massivement les injections de liquidités au point à ce qu'elles se tarissent totalement. Vous savez, donc depuis maintenant au moins 2 ans, il y a eu une injection massive de liquidités des 2 côtés de l'Atlantique, en Europe comme aux États-Unis. Ça a permis de soutenir la croissance, mais il est certain que ça a pu aussi créer certaines bulles. Si ça a stimulé le crédit et la croissance, ça a pu créer certaines bulles. J'en veux pour preuve les crypto-monnaies, j'en veux pour preuve des nouvelles, enfin, on pense qu'on veut des crypto-monnaies, et peut-être que ça peut être aussi un bon moyen aussi de gagner de l'argent. Malgré tout, il y a des effets de bulle qu'on peut observer dans l'économie, et ça, c'est lié effectivement en partie aux banques centrales qui ont injecté massivement
des liquidités dans l'économie. Et donc, elles ont annoncé, la Banque centrale américaine a annoncé qu'au mois de mars, elle allait arrêter cette injection de liquidités. Et dans la foulée, à partir de fin mars, augmenter ses taux, 3 taux directeurs aux États-Unis, ce qui va amener des taux nominaux en fin d'année autour de 1%. Là, ils sont au plancher à 0 et aussi à 3 hausses des taux, ça va amener autour de 1%, peut-être 4 hausses des taux et encore 3 hausses de taux en 2023. L'idée étant de freiner cet emballement, de réduire l'emballement des investisseurs, peut-être réduire du coup le crédit et freiner cette inflation galopante, puisque je rappelle que le principal mandat des banques centrales, c'est peut-être évidemment de ne pas tuer la croissance, mais surtout la stabilité de la monnaie et limiter l'inflation, la maintenir autour de 2%. Là, on en est loin et certains commencent à dire que la Banque centrale américaine est tout à fait en retard vis-à-vis de son mandat. Que faire peut-être rapidement dans leur tour, donc que faire dans cet environnement? Finalement, le meilleur rempart contre l'inflation, je l'ai un peu dit, c'est les actions, parce qu'in fine, finalement, le bénéfice des entreprises est plutôt bien corrélé à l'inflation si elles arrivent à finalement à retransmettre ces coûts dans les prix. Et maintenant, c'est plus un tabou. Des secteurs ou des entreprises comme Ikea ont annoncé des hausses de prix, également dans la grande consommation. Et ça permet aux entreprises finalement de maintenir leur marge et donc du coup aux titres, aux actions de continuer à performer. Je ne suis pas en train de vous dire que les marchés vont monter jusqu'au ciel, mais finalement, un moyen de se préserver de cette inflation, c'est absolument pas de garder son argent sous son matelas ou même, dans une certaine mesure, de garder tout son argent sur le fonds euro. Finalement, il faut accepter de prendre du risque et il faut être investi dans ces cas-là sur les marchés financiers et en priorité en actions. Il faut évidemment être bien conseillé, mais là, je pense que les experts de Grisby sont tout à fait à même de vous conseiller pour voir quelle est la meilleure opportunité en fonction de votre horizon de placement et en fonction de vos perspectives et donc de votre appétence au risque. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il mettre 100% de votre portefeuille en action, mais il faut faire attention effectivement à ne pas avoir, la non-prise de risque entraîne aucune rémunération. Donc, il va falloir effectivement être investi sur les marchés financiers si on veut capter cette croissance qui, je rappelle, sera plus modérée en 2022 qu'elle l'a été en 2021, mais sera toujours au-delà des moyennes historiques. Assez rapidement, après avoir fait ce constat, je suis désolé, qui est vraiment très rapide et qui nécessiterait beaucoup de développement, mais malgré tout, donc, que faire dans cet environnement? Je vous l'ai dit, donc être investi sur les marchés financiers et être investi aux côtés de JP Morgan Asset Management sur les marchés financiers, encore une fois, via les contrats qui seront proposés notamment par Grisby. Ça peut être d'être investi sur un fonds qui s'appelle chez nous Global Income, que les experts de Grisby connaissent. On parle beaucoup de diversification et vous le savez, on vous dit il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas être investi uniquement uniquement sur encore une fois l'immobilier ou sur certains secteurs qu'on aime bien. Il ne faut pas non plus avoir l'œil rivé sur le CAC 40. Le CAC 40, c'est une partie peut-être minime. C'est très bien de soutenir, et je suis le premier à le faire, de soutenir l'économie française, et c'est très important. Mais il faut savoir aussi capter la performance là où elle se trouve, et notamment sur les marchés internationaux. Je rappelle que les États-Unis, c'est à peu près 22% du PIB mondial, l'Europe 20%, la Chine 18%. Donc il est important, dans une optique de diversification, d'être investi sur la plupart des marchés mondiaux et pas uniquement être investi en France sur les marchés français ou uniquement, par exemple, en immobilier. Le fonds que je vous propose, c'est vraiment le fonds le plus diversifié. S'il y avait un mot à retenir sur le fonds Global Income, c'est vraiment la diversification que ça peut apporter dans un portefeuille. En une ligne, vous êtes investi entre 90 et 100 pays et vous avez 2000 lignes en portefeuille. Et vous avez différentes classes d'actifs. Donc, vous avez des actions et des obligations, mais au sein de ces grandes classes d'actifs que sont les actions et les obligations, vous avez donc des actions européennes, vous avez des actions des marchés émergents, vous avez des foncières cotées, des actions dans les infrastructures, des actions préférentielles. Donc, on renonce à son droit de vote auquel on a droit en tant qu'actionnaire, ce qui nous permet d'avoir un dividende bonifié. Et il y a également des obligations, mais surtout des obligations, non pas les obligations des pays développés, mais plutôt des obligations notamment dans les pays émergents qui
ont un risque qui est plus important, mais qui permet d'avoir un rendement qui est également plus important. Également du high yield, ce qu'on appelle le haut rendement, donc des entreprises qui ont des notations qui sont peut-être plus faibles, mais qui du coup, pour se financer, ont besoin d'offrir des rendements supplémentaires. Et donc, en fait, peut-être chaque poche est relativement risquée. Je ne suis pas en train de vous dire que la poche action internationale ou la poche action européenne ne l'est pas, mais en fait, la quinzaine de poches que compose le portefeuille permet d'avoir une réelle diversification. Et donc, en une ligne, vous êtes vraiment diversifié. Et ça répond à cette problématique de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. La volatilité est encadrée. Donc, typiquement, depuis la création du fonds, il y a 7% de performance annualisée. C'est ce que vous voyez effectivement là en violet. Depuis la création du fonds en 2018, 5%, 5% de performance annualisée donc depuis le lancement. Ce qui implique une baisse. Par exemple, en 2018, on a eu moins 7%. Donc, effectivement, celui qui est rentré le 1er janvier 2018 et qui sort le fin décembre 2018, il a perdu 7%. Mais celui qui reste depuis décembre 2008, il a eu une performance de 5% par an, ce qui est tout à fait significatif et acceptable compte tenu de ce niveau de risque. Donc ça, c'est vraiment un outil de construction de portefeuille, un socle pour en une ligne d'avoir une exposition qui soit très internationale. Le second élément, qui n'est pas un outil de construction de portefeuille, mais vraiment une conviction qui est forte chez nous, ça sera la Chine. Et ça peut être, c'est pas forcément, non, c'est juste avant du coup. Voilà, c'est là, effectivement. Pourquoi la Chine? C'est en 7 ans, moi, donc chez JP Morgan Asset Management, c'est la première fois que je vois un tel engouement pour de l'Asie et la Chine en tête. C'est pas forcément un consensus. La Chine n'est pas la plus grande démocratie du monde, loin s'en faut. Mais dans une optique financière, je vous l'ai dit, c'est important d'être investi. L'Asie, c'est 60% de la population mondiale. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut investir en fonction de la taille de la population, mais de plus en plus, on le constate, le monde se tourne vers l'Est et il faut que ça soit reflété dans les portefeuilles, dans vos portefeuilles, dans votre patrimoine. Plusieurs éléments qu'on peut évoquer sur la Chine. Déjà, le PIB moyen par habitant en Chine est passé de 1 000 $ en 2000 à 10 000 $ aujourd'hui et sera en 2030 de 15 000 $. Ça veut dire qu'il y a à peu près 350 millions de Chinois qui vont accéder à la classe moyenne. Donc ça fait un réceptacle de consommateurs qui est très important et c'est ce qui nous fait penser qu'il faut investir aux côtés des Chinois, il faut investir sur les marchés financiers chinois. La Chine est effectivement le seul pays qui a une croissance, un des rares pays des grands pays qui a une croissance positive en 2020. Pendant la crise financière, plus de 2% de croissance. Donc effectivement, la dernière, ils en ont pâti et les performances sur les marchés financiers chinois a été fortement négative. Il n'y a pas eu cet effet de rattrapage qu'on a connu dans les autres pays en 2021. Et il y a eu surtout, et ça c'est vrai que c'est important, des réglementations édictées par le gouvernement chinois qui ont été fortes sur l'éducation, sur la tech, enfin les technologies, sur l'immobilier. Les banques centrales également ont commencé à faire ces hausses des taux qu'on va connaître aux États-Unis cette année et peut-être en Europe l'année prochaine. La Chine a pris de l'avance et l'a fait déjà l'année dernière. Donc, elles ont cette capacité pour relancer un petit peu, donner un dynamisme à leur croissance. Elles ont la capacité de baisser leurs taux, ce qu'on ne peut pas faire, nous, quand on a des taux au plancher. Donc, il y a pas mal d'éléments qui, finalement, sont à même de nous rassurer sur le marché chinois. Et en premier lieu, peut-être les valorisations. On parle de valorisation quand même élevée en Europe, élevée aux États-Unis. Et c'est moins vrai en Chine. Il y a une croissance qui est soutenue avec des valorisations qui sont tout à fait maintenues, un peu en dessous des moyennes historiques. Le grand thème à retenir sur la Chine, c'est le principe de prospérité commune qui finalement a fait beaucoup parler depuis maintenant 5 ans en Chine. Et finalement, la Chine, après avoir eu beaucoup de milliardaires, souhaite maintenant de plus en plus faire en sorte d'avoir des classes moyennes qui soient fortes et qui profitent finalement de cet engouement économique. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a beaucoup parlé de l'immobilier en Chine l'année dernière. C'est parce que le gouvernement chinois a voulu réguler, a voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulle et finalement que les Chinois ne spéculent pas sur l'immobilier, ce qu'ils font actuellement, mais en tout cas qu'ils puissent se loger. Et c'est en Chine qu'il y a un énorme écart entre le revenu moyen par habitant et le prix des logements, et le gouvernement chinois veut lutter contre ça. Donc finalement, tous ces éléments qui sont à la chinoise, donc des mouvements de barre très importants, des mouvements réglementaires très importants, finalement a pour objectif cette
prospérité commune. Et cette volonté, notamment de réduire la dépendance des Chinois vis-à-vis de l'immobilier, est finalement, selon nous, bénéfique et va permettre de faire en sorte que les classes moyennes puissent épargner et puissent épargner en premier lieu sur leur marché domestique, le marché chinois. Et si on investit aux côtés aux côtés des Chinois sur leur marché, et ben on peut capter on peut prendre une part de cette prospérité commune. Donc voilà, les deux fortes convictions, la conviction forte chez nous, c'est la Chine, et je vous en ai parlé, et le fonds s'appelle JPM Greater China. Vous le verrez, il a des très bonnes performances historiques, et puisque en annualisé, il fait 10% de croissance par an depuis 2013, avec encore une fois des mouvements baissiers. En 2018, par exemple, le fonds a perdu 20%. Donc, il faut avoir le cœur relativement bien accroché, mais en diversification de portefeuille, c'est un pays qu'on apprécie particulièrement. Donc, je vous ai dit la Chine, et le fonds s'appelle Greater China. Et un outil beaucoup plus de construction de portefeuille, c'est le fonds JPM Global Income. Et ça, c'est vraiment un bon fonds pour être investi partout dans le monde en une ligne. Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu plus long que prévu. N'hésitez pas, il y aura des questions peut-être à la fin, et je vais laisser la parole à Paul, je crois. Oui, merci beaucoup Louis-Charles pour cette présentation. Effectivement, Paul, à toi la parole justement pour nous présenter les perspectives de la financière d'échiquier. Parfait. Merci beaucoup, Louis-Charles, pour cette belle introduction. Je vais continuer sur le territoire des actions internationales. On connaît bien les actions à la financière de l'échiquier, parce qu'on est une vieille maison, je vous le disais, on a 30 ans d'existence, on gère aujourd'hui près de 15 milliards d'encours, essentiellement des actions, d'abord européennes et très internationales. Et le premier fonds dont on va parler ce soir, c'est un fonds dont on avait déjà parlé lors du dernier webinaire, où vous étiez déjà peut-être connecté l'été dernier, si ma mémoire est bonne. C'est le fonds Échiquier World Next Leaders. Alors, le premier fonds dont on va parler ce soir, c'est un fonds qui est assez historique de notre maison. On l'a lancé en 2013. Il a un positionnement, ce fonds, qui est assez atypique, puisque à travers cette unique ligne, vous allez, en fait, avec la financière de l'échiquier, investir dans différentes thématiques. On a aujourd'hui des thématiques comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud, la santé, le e-commerce, etc., qui sont représentés dans ce fonds. Et pour investir dans ces thématiques qu'on caractérise comme des thématiques de très long terme, de la croissance visible, régulière, ce qu'on appelle la croissance séculaire, on va essayer d'adresser ces thématiques à travers des sociétés qui nous paraissent être bien paramétrées pour aujourd'hui être relativement petites, mais demain devenir les grandes championnes dans leur secteur respectif. Donc, c'est un fonds qui a été lancé en 2013, qui a connu un parcours incroyable. On est à plus de 160% de performance depuis son lancement. En 2020, porté par un contexte Covid où tout s'est digitalisé, le fonds a connu un engouement et une performance de l'ordre de 92%. Et 2021, là, on sort d'un bilan qui est complètement inverse, je dirais, puisqu'on a souffert de ce positionnement dans une année beaucoup plus volatile et beaucoup moins favorable à ce positionnement. Si je devais récapituler la raison pour laquelle le fonds, après avoir connu 92% en 2020, a fait moins 17% en 2021, ce sont les éléments suivants. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on investit dans un fonds tel que Échiquier World Next Leaders et que nous voulons investir dans des grandes thématiques de demain, on va privilégier les sociétés de forte croissance. Qu'est-ce qu'on appelle de la croissance? Dans notre cas, ce sont des sociétés qui vont réaliser de manière annualisée et pour au moins les 3 prochaines années, 30 à 50% de croissance de chiffre d'affaires et qui vont également essayer de gagner beaucoup en profitabilité. Et forcément, lorsque vous payez ce type de croissance, vous payez un peu plus cher une valeur comme Total, BNP ou Société Générale. J'ai rien contre eux, parce qu'on investit dans ces valeurs-là dans d'autres fonds. Mais dans celui-ci, on va vraiment se focaliser sur de la forte croissance. Et la croissance, ça se paye. Et malheureusement, en 2021, on a vu que l'inverse a été prouvé par rapport à 2020, puisque les sociétés aux plus forts multiples de valorisation ont été impactées par l'univers que Louis-Charles décrivait, un univers beaucoup plus inflationniste. Alors à l'époque, on parlait d'une inflation temporaire. Néanmoins, on a vu une tension sur les taux s'opérer, un véritable basculement sur les fonds et les marchés, où c'est plutôt les valeurs décotées qui l'ont emporté et pas du tout notre univers d'investissement. Et on a donc vu des sociétés, publication ou après publication, les chiffres d'affaires étaient en bonne progression. Néanmoins, c'est sur ces valorisations les plus élevées en termes de multiples que les plus fortes corrections ont été observées. Et par définition, dans ce fonds, on va s'intéresser à des sociétés de taille relativement intermédiaire. Elles font en moyenne 13 milliards de capitalisation. Alors, on parle beaucoup des licornes en France. Une licorne, ça vaut plus d'1 milliard. Ce n'est pas coté en bourse.
Donc, on pourrait dire 13 milliards, c'est déjà des super licornes. Mais en fait, à l'échelle internationale, 13 milliards, c'est des petites entreprises, malheureusement. Et lorsque les marchés ont complètement changé, je dirais, de positionnement l'an dernier, quitte à faire de la technologie et à acheter des valeurs de croissance, les investisseurs ont plutôt réfugié leurs capitaux sur les sociétés beaucoup plus grandes, beaucoup plus rentables, déjà bien installées, donc notamment les valeurs GAFAM. On voit que le Nasdaq, typiquement, a fait une bonne année, donc tiré en partie par le bon parcours des valeurs GAFAM, des valeurs comme Apple qui ont dépassé les 3 000 milliards de capitalisation il y a quelques semaines. Donc, nous, on n'a pas du tout bénéficié de ce facteur-là. On a plutôt été impacté par le caractère petite et moyenne taille de notre fonds. Et puisqu'on investit dans les tailles intermédiaires d'entreprises, en devenir, ces sociétés investissent énormément dans leur croissance future. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ne sont pas toutes profitables. Et là également, c'est un facteur de risque qui a été plutôt négligeable pour la performance du fonds, puisque en moyenne au niveau mondial, quand vous faisiez de la technologie non profitable en 2021, c'est un panier de valeurs qui faisait déjà moins de 33%. Et vous rajoutez à ça le fait que dans notre fonds, puisqu'on a vocation à investir dans les grands champions de demain, dans plein de thématiques passionnantes, on ne peut pas ne pas faire de Chine. Et là, je rejoins également les discours qui viennent d'être dits par Louis-Charles. Nous, la Chine, c'est un territoire dans lequel on croit beaucoup. On a beaucoup gagné en 2020 en étant investi sur la Chine. Ça a été complètement l'inverse en 2021. Et pourquoi est-ce qu'on a maintenu à peu près 20% d'exposition sur la Chine? Tout simplement parce que lorsqu'on veut faire de la croissance, de l'innovation, ne pas investir en Chine, c'est se priver d'un univers d'investissement colossal. Et là également, lorsque vous regardez un panier de valeurs qui a été établi par Morgan Stanley en 2021, investir sur la techno chinoise, c'est investir dans un panier de valeurs qui faisait en moyenne moins 54% à cause de la régulation dont parlait également Louis-Charles juste à l'instant, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et donc, tous ces thèmes-là, le fait d'avoir des sociétés de taille relativement intermédiaire, pas toutes profitables, avec un biais sur la Chine, ces trois biais factoriels, finalement, expliquent une bonne partie de la sous-performance du portefeuille en 2021 et ne pas négliger également quelques déceptions que nous avons eues sur certains titres. On ne peut pas tout le temps avoir des sociétés qui sont excellentes année après année. Parmi les principales, je dirais, déceptions que nous avons eues, je vais vous en citer une qui illustre très bien typiquement la vague de régulation en Chine. C'est le logo orange que vous voyez en bas du slide, qui s'appelle Ping An Technology. C'est une société chinoise qui propose, on en avait déjà parlé, il me semble, lors du dernier webinaire, différents métiers, mais principalement une plateforme de téléconsultation médicale avec un moteur d'intelligence artificielle. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous êtes malade, plutôt que d'aller à l'hôpital ou chez le médecin, vous vous connectez sur cette application et vous allez décrire vos symptômes à une intelligence artificielle qui va comparer votre cas à des milliards de situations déjà préanalysées et vous donner un diagnostic. Ça a été poussé par le législateur chinois pendant la crise du Covid pour ne pas venir engorger les hôpitaux, etc. La valeur a pris quelque chose comme 300% en bourse, si je ne dis pas de bêtises, en 2020. Et là, rotation complètement inverse, le législateur chinois, ce même législateur qui mettait en avant l'application, a, il y a quelques mois, interdit l'usage d'une telle plateforme en privilégiant d'abord un contact physique avec un médecin pour ensuite, pourquoi pas, avoir recours à des plateformes comme celle-ci. En étant investisseur de long terme, lorsqu'on fait un cas d'investissement, on essaie de comprendre le secteur, la croissance, les politiques. Et lorsque un tel virement de bord est effectué, c'est un peu déconcertant pour la gestion. Et typiquement, on a décidé de sortir bien évidemment cette valeur. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu bien revoir le cas d'investissement. Et typiquement, ce cas n'a pas déroulé comme on l'espérait. Et des cas comme celui-là, on en a connu 3, 4, 5 qui ont également été très impactants pour la performance globale du portefeuille. Alors, si on va sur le slide suivant, après une année qui a été compliquée, on reste aujourd'hui plein d'optimisme. Pourquoi? Parce que ce genre de thématique que vous venez embarquer dans un contrat d'assurance vie ou sur un compte, peu importe, vous vous embarquez dans la durée. Ce sont des fonds où il faut comprendre que les thématiques que nous adressons sont valables pendant les 5, 10, 15 prochaines années. C'est de la croissance séculaire à nouveau, une certaine visibilité des thématiques qui vont façonner le monde de demain. Avec la forte correction qu'on a connue en 2021 et qui se produit à nouveau en ce début d'année 2022 dans le contexte inflationniste mené par la Fed qui a un ton beaucoup moins accommodant, on a vu des multiples de valorisation être parfaitement impactés avec des baisses de l'ordre de 35 à 40%. Le prix d'une société, pour vous donner concrètement comment ça se passe, vous avez tout d'abord la perspective de croissance des bénéfices. Et là, on voit que croissance et bénéfices des sociétés ne sont pas impactés. Par contre, il y a également dans la partie du prix d'une entreprise, le multiple que l'investisseur est prêt à payer par rapport à ses bénéfices. Et on voit aujourd'hui que la partie bénéfice ne change pas, c'est en revanche la partie multiple de valorisation qui est très impactée, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui avec des niveaux de valorisation parfois inférieurs à ce qu'on avait pendant la guerre commerciale entre Trump et la Chine dans les années 2018-2019. Donc c'est comme si on achetait une entreprise au prix il y a 3 ou 4 ans, sauf qu'entre-temps, ces sociétés ont parfaitement évolué. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où
il nous semble que les opportunités sont très intéressantes à saisir et puis des potentiels qui restent inchangés. Je vous parlais de 30 à 50% de croissance sur les quelques prochaines années. C'est exactement ce qu'on vise dans ce fonds toujours. Et puis, on essaye tactiquement d'arbitrer le portefeuille en fonction de ce que le marché veut acheter aujourd'hui. Donc, typiquement, on essaie de réduire un petit peu l'exposition aux valeurs non profitables. Il y en aura toujours, puisque la vocation du fonds, c'est d'investir dans des tailles relativement intermédiaires pour devenir des grandes capitalisations demain. Ça mérite des investissements, donc ce n'est pas forcément profitable aujourd'hui, mais ça le sera dans très peu de temps. Et donc, cet ADN est parfaitement inchangé. Et pour l'ensemble de ces raisons-là, nous gardons un fort optimisme sur cette stratégie. Et pour vous tenir en haleine, je dirais, sur le slide suivant, vous verrez un peu l'historique de performance du portefeuille. Ce genre de mouvements, on les a connus à 6 reprises depuis les 2 dernières années. On est habitué à de la volatilité. Vous voyez en bas à gauche qu'on est à peu près à 30% de volatilité par an sur les 5 dernières années. Donc, c'est un fonds dans lequel on est habitué à avoir des corrections, peut-être pas aussi fortes et rapides que ce qu'on a connu là depuis une année glissante, mais néanmoins, ce contexte ne nous effraie pas plus que ça, puisque nous avons pleine conviction dans le rebond potentiel de ces thématiques passionnantes adressées avec des entreprises de forte croissance. Si vous regardez depuis les 3 dernières années, date à laquelle le gérant actuel a repris le fonds en gestion, on est sur un ordre de 30% annualisé de performance et 10 points de plus que le marché. On a connu des drawdowns, on a connu des baisses, mais systématiquement, les fonds et ce fonds-là a su rebondir. Est-ce qu'on a tapé, je dirais, le point le plus bas? Je serais bien malin de pouvoir vous répondre et je n'ai pas le boule de cristal. Ce qui est certain, c'est que les points que nous connaissons aujourd'hui, on va connaître une période de points d'entrée très intéressante. Et ce type de stratégie a pleinement vocation à s'inscrire dans la durée dans vos allocations. C'est un fonds à détenir, en résumé, pendant 5 ans minimum. Vous en mettez 5% dans votre allocation et si possible, vous rentrez tous les mois, tous les trimestres. Bref, vous lissez vos points d'entrée. Et avec ce mode d'emploi, vous allez parfaitement bénéficier de la volatilité, de moyenner à la baisse lorsque le marché corrige et profiter pleinement du rebond de cette stratégie. En tout cas, la conviction est inchangée, mais je me devais de vous donner des explications par rapport à cette forte conviction dont on avait abordé largement la stratégie il y a quelques mois et vous donner un peu des éléments de langage et de compréhension sur le fond. Et très rapidement, parce qu'à nouveau, je vois que le temps passe, on ne fait pas que des actions internationales, on fait aussi des actions européennes et la financière de l'échiquier. Et ce fonds échiquier Agenor, qui est présent dans tous les contrats d'assurance vie et bien référencé dans les offres que Grisby pourra vous mettre en avant. Sur le slide suivant, vous verrez l'ADN du portefeuille. Échiquier Agenor, c'est une vitrine incontournable de la financière de l'échiquier. C'est un fonds qui a été lancé en 2004, qui pèse aujourd'hui 2,5 milliards d'encours. Il est géré par la même équipe depuis 2014. C'est un fonds qui s'intéresse aux sociétés de taille intermédiaire, et cette fois-ci en Europe. Et donc, on va, vous voyez, à peu près à 80% construire un portefeuille sur des valeurs de croissance, donc des sociétés dont on comprend le business model, le secteur est porteur, la croissance des bénéfices est régulière. On est très vigilant sur le niveau des valorisations, on est beaucoup moins cher que le marché. Et là, vous voyez qu'on a une possibilité de s'adapter au contexte actuel, à savoir garder 80% de valeurs de croissance. Et en bas à gauche, vous voyez une poche situation spéciale qui représente 20% de l'allocation. Et on va pouvoir mettre des sociétés beaucoup plus cycliques, à savoir des sociétés qui vont plutôt bénéficier du contexte inflationniste que nous connaissons et qui vont bénéficier donc depuis une petite année de tout ce que nous connaissons. Alors sur le slide suivant, on peut voir typiquement ce qu'on a été amené à faire depuis le début de l'année dans le portefeuille, puisque les mouvements de marché sont très violents. Donc typiquement, on a pris des bénéfices sur les secteurs de forte croissance, parfois un peu plus chers, à savoir la santé. On était très exposé sur le secteur de la santé. On a gagné pas mal d'argent dans cette stratégie depuis pas mal de temps. Donc là, on a plutôt eu tendance à réduire ce secteur-là pour privilégier les secteurs bien plus cycliques où on bénéficie du coup du nouveau cycle qui démarre, de ce contexte qui est plutôt porteur pour des sociétés décotées, toujours avec un biais de croissance, je vous le rappelle. Et on a eu tendance également à se renforcer sur nos plus fortes convictions qui ont été matraquées en bourse depuis les dernières semaines. Donc, c'est l'occasion de moyenner à la baisse nos plus fortes convictions. Typiquement, Worldline, un acteur français leader dans la digitalisation des paiements. Et puis, on a réduit un petit peu notre exposition à des sociétés qui souffrent de l'inflation. En résumé, c'est un fonds de croissance. C'est un fonds qui est extrêmement vigilant sur le niveau des valorisations. Et lorsqu'on comprend la recette de ce fonds-là, vous voyez sur le dernier slide que je vous présenterai ce soir, le suivant, que depuis quelques années, à savoir depuis 2014, lorsque l'équipe de gestion actuelle est en place, vous voyez en bleu marine la performance de ce portefeuille, à savoir un fonds de croissance, de qualité, très raisonnable dans les valorisations, avec un véritable savoir-faire en termes de stock picking, puisque l'univers des PME européens est extrêmement grand. Donc, c'est l'occasion pour nous de faire notre sélection de valeurs. Vous voyez qu'a priori, c'est une recette qui fonctionne puisque c'est un fonds qui a pu enregistrer près de 150% de performance en cumulé. Vous voyez tout en bas, année après année, que
Les accidents de parcours, il n'y en a quasiment pas eu. La seule fois où nous étions en territoire négatif, c'était en 2018. Le fonds faisait -8 dans un marché qui faisait -16, donc beaucoup de résilience. Et on sort d'une année 2021 où nous avons plus ou moins eu quasiment 10 points de retard par rapport au marché. C'est plus ou moins les 10 points qu'on avait en avance en 2020. Donc finalement, depuis les quelques dernières années, un fonds qui reste extrêmement performant, percutant dans une allocation en termes de fonds cœur de portefeuille, est un fonds qui est également, je conclurai là-dessus, un fonds qui est labellisé ISR, qui est parfaitement engagé par rapport aux valeurs de la financière de l'échiquier, puisque depuis 30 ans, on investit dans les actions avec un prisme extra-financier. Toutes les valeurs investies dans notre portefeuille, quels qu'ils soient, intègrent ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et 50% de nos encours, même un peu plus aujourd'hui, sont labellisés ISR. Le fonds Agenor est un fonds qui dispose du label ISR. Donc, pour diversifier World Next Leaders qui investit sur les actions de croissance internationale, Agenor peut vous permettre de bénéficier des marchés européens qui restent une bonne conviction pour 2022 encore. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. On va enchaîner avec Maxime Vanneau, pour les principales tendances à privilégier selon la maison Natixis pour l'année à venir. Parfait. Merci Maxime. Et effectivement, pour les minutes qu'il nous reste, et comme je l'évoquais en introduction, l'idée ce soir était de vous parler de deux maisons de gestion dans lesquelles nous avons beaucoup de convictions. Une maison qui s'appelle Thematics Asset Management, et d'ailleurs, un petit peu comme son nom l'indique, a vocation de proposer des univers thématiques de long terme, puisque vous verrez que le leitmotiv de l'investissement en action est l'horizon de placement. Thematics AM qui a plutôt vocation d'accompagner, je le disais également en introduction, la révolution digitale. Et puis une autre très forte conviction avec notre expert en la matière, Mirova, qui est l'un des pionniers, évidemment pas le seul, mais l'un des pionniers de l'investissement responsable et qui a vocation de combiner, certes, performance financière, et ne l'oublions pas, c'est son premier leitmotiv, mais également d'avoir une approche de finance plus durable. Et donc un biais sur la transition écologique et énergétique. Et je crois que ces phénomènes de transition digitale et environnementale ne sont pas nouvelles, puisqu'on a bien conscience qu'elles existent depuis la nuit des temps. On a néanmoins vu une accélération très importante depuis ces derniers mois, et notamment avec l'apparition de la crise sanitaire. On constate que cela concerne tous les pans de nos économies, que c'est devenu une priorité et des priorités pour tous les managements et les industries confondues, et ce, partout dans le monde. Vous verrez que notre approche est une approche qui est non contrainte à tout point de vue. J'y reviendrai juste après. C'est finalement devenu une priorité. Pourquoi ? Parce que cette transformation digitale et environnementale, eh bien, elles sont synonymes de facteurs d'innovation et donc de stimulation de la croissance. Louis-Charles parlait un petit peu de croissance dans son plan macro. Paul l'a également évoqué côté financier de l'échiquier. C'est hyper important de l'avoir à l'esprit, puisque dans le monde d'aujourd'hui, cette croissance, elle est de plus en plus difficile à capter. Et on est persuadé, avec Thematics AM et Mirova, qu'on a vocation de pouvoir le faire. Il y a également une chose sur laquelle je voudrais dire quelques mots, c'est qu'il est finalement aujourd'hui très compliqué de construire une allocation. Alors, vous êtes évidemment accompagné par des professionnels de la gestion de patrimoine chez Grisby, mais il est très compliqué, puisque personne n'a de boule de cristal, de savoir s'il faut aller investir finalement sur les US, sur l'Asie, sur l'Europe, s'il faut investir sur des petites, des moyennes, des grosses capitalisations. Les événements géopolitiques sont imprévisibles. Je crois que dans certaines questions étaient relevés les conflits géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine, qui pourraient avoir un impact sur l'Europe, des conflits géopolitiques entre la Chine et Taïwan, qui pourraient avoir un impact sur les US. Tout ça, par définition, est imprévisible. La macroéconomie est une science finalement qui est également qui peut être inexacte. Et tout ça, par définition, est très difficile à prévoir. Et l'idée qu'on se fait chez Thematics AM et Mirova, au contraire, est plutôt de vous proposer et de construire des solutions qui sont basées sur des grandes tendances de long terme, qu'on appelle méga tendances, qui s'inscrivent sur 5, 10, 15, 20 ans, donc 1, 2, 3, 4 décennies, qui sont 100% prévisibles. Et ces grandes tendances, je vous les liste, mais très rapidement, et ce sont des grandes tendances de bon sens. C'est aussi vraiment l'idée de notre gestion,
comprendre ce que l'on fait, comprendre le risque que l'on embarque dans les portefeuilles. Quand les marchés financiers sont haussiers, ça semble évident pour tout le monde et tant mieux. Néanmoins, quand ils baissent, je pense que ce type de gestion qui seront comprises eh bien, permettront voilà, d'écarter ce caractère anxiogène et de pouvoir faire le dos rond le temps que les choses s'améliorent. Ces grandes transitions de long terme, vous les connaissez, c'est la démographie, c'est l'innovation technologique, c'est la mondialisation et c'est encore la rareté des ressources qui finalement, en termes d'image, constituent les vents dans les voiles de nos gérants, des méga tendances qui, encore une fois, sont 100% prévisibles et le sont sur un horizon de long terme. Sur la slide suivante, vous avez l'un des fonds que l'on évoque depuis quelques mois et années maintenant auprès de Grisby, qui est un fonds qui a donc vocation d'accompagner cette transition digitale et de la numérisation, un fonds qui s'appelle Thematics Meta, qui finalement incorpore 5 thématiques qui nous semblent être les thématiques gagnantes demain, qui, Paul l'évoquait aussi, vont façonner nos économies de demain, avec une approche qui reste une approche très globale. Et là aussi, je crois que c'est important. On parle beaucoup de mondialisation et de globalisation. Nous avons aussi un métier qui est touché par ce phénomène-là. Et donc, notre métier consiste à définir des univers thématiques, à les sélectionner à l'intérieur des sociétés qui répondent à cet univers thématique et qui vont embarquer sur le long terme une croissance que l'on peut appeler séculaire, autrement dit une croissance de long terme, et une croissance que j'appelle aussi une croissance naturelle. Et je vous prends pour ça quelques exemples. Parmi les 5 thèmes qui figurent dans un fonds comme Thematics Meta, eh bien, vous avez l'univers de la sécurité qui est très global. Il peut s'agir de la sécurité digitale, il peut s'agir de la sécurité réelle. Donc, sur la partie digitale, on peut penser à la cybersécurité, à la cyberassurance, on peut penser à la sécurisation de nos moyens de paiement qui sont digitaux. On fait beaucoup moins appel au cash qu'on le faisait par le passé. C'est un univers thématique qui embarque 10 à 15% de croissance annuelle et qui le fait pour les 2, 3, 4, 5, 10 prochaines années. Et ce, quoi qu'il se passe sur le marché et quoi qu'il arrive. Vous avez un thème également que l'on apprécie particulièrement, qui est le thème de l'économie de l'abonnement. Vous regarderez ce soir en rentrant à la maison ou ce week-end quand vous aurez le temps, ce que vous dépensez en abonnement tous les mois. Un Européen dépense en moyenne 130 € par mois d'abonnement, que ce soit des abonnements là aussi digitaux ou des abonnements physiques. Là où les Américains en dépensent 250 € par mois. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on accorde beaucoup moins d'importance, qu'on soit un particulier ou une entreprise, à cette notion de propriété, et on se tourne de plus en plus vers ce modèle de l'abonnement, qui est d'ailleurs très vertueux, puisqu'il permet à la fois de rompre avec les démons du passé, et notamment l'obsolescence programmée. Une société aujourd'hui qui nous propose, par le mécanisme de l'abonnement, un bien ou un service à plutôt envie de ne pas avoir d'obsolescence programmée dans le bien ou service qu'elle propose, puisque c'est qui sera en charge de le réparer. Et on se rend compte que ça coche également l'approche d'une économie circulaire, plus durable, que l'on souhaite avoir aujourd'hui, y compris dans la finance. Donc vous avez la sécurité et vous êtes tous consommateurs de sécurité au quotidien, à partir jusqu'au moment où vous vous couchez, et ce, que vous soyez un particulier, une entreprise ou un gouvernement. Vous avez ce thème sur l'abonnement qu'on vient d'évoquer et on en consomme tous de plus en plus. Évidemment, une thématique concernant la raréfaction de la ressource, concernant l'eau. Je n'ai pas mis la slide de présentation, mais on a tous en tête et on a tous appris à l'école que la planète Terre était la planète. Évidemment et effectivement 72% d'eau sur Terre. Néanmoins, lorsque vous avez l'eau qui est salée, l'eau qui est comprise dans les glaciers, qui n'est pas accessible ou qui n'est pas potable, il vous reste à la fin en eau potable 0,2% de cette ressource. Et nous sommes dans un monde drivé par la démographie, nous sommes dans un monde drivé par l'innovation technologique qui demande beaucoup plus d'eau en quantité pour les personnes que l'on aura demain sur la planète. Et je vous rappelle qu'on est 6 milliards aujourd'hui et qu'on sera pour le en 2050. Et vous savez aussi, et on entend parler tous les jours, qu'on fabrique des choses qui sont de plus en plus petites et qui demandent une eau qui est de plus en plus pure. Et je pense en ce sens aux semi-conducteurs qui étayent notamment cette révolution digitale. Dans le Thematics Meta, vous avez au-delà de la sécurité, de l'abonnement, et on peut revenir un tout petit peu sur la slide d'avant,
l'eau, comme je vous le disais. Vous avez également le thème de l'IA et de la robotique, donc de l'intelligence artificielle et de la robotique, là aussi qui va pénétrer tous les pans de nos économies. Une dimension intelligence artificielle qui est plutôt connectée à des valeurs technologiques aux États-Unis, une dimension robotique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, qu'elle concerne l'automatisation des usines, qu'elle concerne l'automatisation médicale, qu'elle concerne l'automatisation de notre vie quotidienne avec les robots ménagers, eh bien, à cette approche robotique qui est plus européenne, plus liée au cycle industriel. Et donc, l'IA et la robotique qui se compensent très bien pour avoir cette approche que l'on qualifie d'approche acyclique, qui consiste justement eh bien, à passer au-delà des mouvements que l'on peut avoir sur les marchés financiers et qui, pour bon nombre de fois, restent plutôt assez imprévisibles. Et puis, vous avez un dernier thème dans ce Thematics Meta, un cinquième thème, donc, qui est celui de la santé et du bien-être, un thème qui est probablement plus vrai que jamais, encore plus depuis la crise sanitaire de cette Covid-19, et qui a vocation d'adresser eh bien, la prévention, prévenir notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, par une alimentation de demain plus saine, par des vitamines, par une hygiène également plus prononcée. Elle va concerner également la partie surveillance, monitorer nos données de santé, être capable d'identifier en amont les maladies, qu'elles soient liées au cancer, par exemple, ou qu'elles soient liées d'autre part au diabète. Et puis, vous avez, dans un thème comme celui-ci, le bien-être, la vocation de l'amélioration de notre santé via des salles de sport, via des équipementiers sportifs, via des acteurs et des sociétés comme celle-ci. Donc, un Thematics Meta qui vous permet, à l'intérieur d'un seul fonds, eh bien, d'adresser 5 thématiques qui permettent d'avoir d'ailleurs une exposition à la fois des valeurs de croissance, à la fois des valeurs cycliques, à la fois des valeurs plus défensives, qui est un fonds qui n'est absolument pas contraint sur aucun niveau, ni géographique, ni sectoriel, ni en termes de taille de capitalisation. Et vous verrez d'ailleurs que depuis 3 ans, alors même que nous avons tout connu sur les marchés financiers, eh bien, c'est un fonds qui délivre et qui présente de très bons résultats. Sur la slide suivante, je vais passer finalement assez rapidement puisque je vous ai détaillé un petit peu et parlé un petit peu de chacun des thèmes. Vous avez des exemples de sociétés. L'important ici est de retenir que c'est un fonds Thematics Meta qui est un fonds thématique global qui se veut être un fonds thématique bon père de famille avec cette volonté d'accompagner cette révolution digitale qui existait déjà par le passé mais qui a été survitaminée par la crise de la Covid-19. L'autre très forte conviction, et si l'on passe à la slide d'après, voilà, merci beaucoup, que je voulais évoquer avec vous juste avant, c'est cette fameuse transition environnementale. Alors, c'est évidemment un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. On a la chance chez Mirova eh bien, de traiter le sujet depuis 14 ans et nous sommes persuadés aujourd'hui que c'est une thématique qui est absolument incontournable dans vos allocations pour 3 raisons, et je parle ici d'un alignement des planètes. D'une part, vous avez des États qui s'accordent, et c'est rarement le cas, les US, l'Europe et l'Asie, sur le fait qu'il faut accélérer cette transition environnementale. On a vu aux US cette volonté d'atteindre un bilan carbone neutre à l'horizon 2050. On l'avait vu également en Europe un peu plus tôt avec le New Green Deal. On l'avait vu un petit peu à la surprise générale également en Asie, puisque l'Asie s'est engagée à atteindre cette neutralité carbone à l'horizon 2060. Donc on a vraiment une forte volonté de la part de ces États, qui finalement est aussi rendue possible, cette transition environnementale est rendue possible par le fait de 10 ans d'innovation technologique, et je vous parlais tout à l'heure d'innovation et de croissance, l'un ne va pas sans l'autre, 10 ans d'innovation technologique sur les technologies de rupture verte qui vous permettent aujourd'hui d'avoir des sociétés, des valeurs qui déjà touchent tous les pans de nos économies et qui sont désormais rentables. Et ça, c'est très, très important puisque une société qui est une société visible, rentable, qui dégage de la croissance, est une société qui permettra dans un portefeuille, dans un fonds, eh bien, de générer également de la performance. Et puis, évidemment, à côté d'une forte volonté des États, d'un écosystème et d'un univers investissable qui est désormais rentable et mature, eh bien une forte volonté des épargnants, de vous-même, certes d'aller générer de la performance financière, et c'est évidemment notre priorité numéro 1, mais aussi et surtout presque d'avoir cet impact environnemental positif dans vos portefeuilles et un biais d'autant plus marqué, encore une fois, depuis cette crise sanitaire que nous connaissons depuis 3 ans, dans la mesure où
prend souvent un chiffre, mais la pollution atmosphérique fait à peu près 7 à 10 millions de décès par an. Le Covid, malheureusement, évidemment, on a tué 4 millions. On a un vaccin contre la Covid-19, nous n'avons pas de vaccin contre la pollution atmosphérique. Donc, si rien n'est fait, si l'innovation technologique n'est pas encouragée, si l'épargne des épargnants dans le monde n'est pas dirigée et fléchée vers ces innovations, eh bien, rien ne changera. Et je crois qu'à ce titre, vous avez aussi la possibilité d'avoir une vraie responsabilité et un vrai engagement vis-à-vis de ces objectifs que nous devons adresser. Sur la slide suivante, vous avez eh bien, concrètement l'application de cette transition environnementale dans un fonds que nous proposons, qui est un fonds qui s'appelle Mirova Europe Environnement, qui est un fonds qui est l'un des plus anciens, des plus profonds de la place sur cette transition écologique et énergétique, qui a été lancé il y a 14 ans maintenant et qui a vocation d'adresser à la fois ce que l'on appelle les technologies bas carbone. Vous pensez en cela aux énergies renouvelables, éoliens, photovoltaïques. Je vous rappelle au passage que la production du mégawatt solaire, en l'espace de 10 ans, a baissé de 80% et est devenue très compétitive. La production du mégawatt éolien, elle, a baissé de 50% en l'espace de 10 ans. Et le coût de fabrication d'une batterie lithium-ion, qui alimente aujourd'hui l'électrification des transports, a, elle, diminué de 90%. Donc, on a vraiment un pilier de technologie bas carbone qui est générateur de performance dans vos allocations, qui d'ailleurs vous permet d'avoir une exposition certes existante, mais contenue à la transition hydrogène, puisque la gérante de ce fonds est persuadée que l'hydrogène sera une technologie qui permettra de décarboner le transport, que ce soit le transport lourd ou le transport léger. Vous avez dans un fonds comme celui-ci eh bien, la volonté également d'adresser l'efficacité énergétique et industrielle. Je parle souvent en ce sens également des bâtiments. Le bâtiment dans le monde est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez donc ici voilà, un pilier chargé d'innovation. Je prends l'exemple d'une société, d'autant plus que c'est une société française qui s'appelle Hoffmann Green Cement, qui est basée en Vendée, qui propose la fabrication d'un ciment à froid par le recyclage de résidus industriels qui est 5 fois moins émissif que les ciments traditionnels proposés par les acteurs que l'on a tous en tête. Donc, vous savez que 80% des bâtiments dans le monde sont fabriqués en béton et donc à base de ciment. Vous imaginez le business model d'une société comme celle-ci et son chemin de performance. Et puis, vous avez enfin le troisième pilier important dans le fonds, dans ce fonds Mirova Europe Environnement, que l'on qualifie d'économie circulaire et qui a vocation d'adresser la gestion durable des eaux et des déchets et la gestion durable des sols. Voilà, donc un fonds pure player sur la transition environnementale qui, évidemment, est labellisé ISR, qui est aussi labellisé Greenfin. Et vous avez seulement sur la place 20 ou 25 fonds labellisés Greenfin, qui est un label qui est très spécifique sur la transition environnementale. Pour terminer, parce que le temps passe très très vite, vous avez les performances de chacun des deux fonds ici devant les yeux. Évidemment, des fonds qui sortent de 3 très belles années de performance en 2019, en 2020, en 2021. Des fonds qui sont un petit peu plus compliqués depuis le début de l'année. Nous ne sommes pas investis sur les secteurs qui progressent depuis le début de l'année, les financières, les matériaux, l'énergie. Nous ne sommes pas investis non plus sur les sociétés dites value. Ce n'est pas notre métier et ce n'est surtout pas dans une tempête le moment de sortir de sa philosophie de gestion, de son processus de gestion. On reste droit dans nos bottes. Notre métier est de faire du stock picking, d'aller capter une croissance naturelle identifiée comme étant porteuse dans des thèmes dont je vous ai parlé. Voilà, donc deux fonds qui sont très complémentaires et on l'évoquait également un petit peu, je terminerai par ça, mais on l'évoquait dans nos présentations respectives. Vous avez aujourd'hui des marchés qui sont à la baisse depuis le début de l'année, on en a évoqué les raisons, c'est principalement les taux d'inflation. Il y en aura d'autres en 2022 puisqu'on s'attend à avoir une année 2022 avec encore une image en taux ondulé, avec des pics de volatilité qui viendront de l'inflation, des taux, des variants du Covid, des crises géopolitiques. L'opportunité vous est offerte dans des marchés qui baissent et qui plus est sur des fonds actions de ce type, eh bien, de pouvoir y rentrer, si possible en versement programmé, et ça je sais que les conseillers en gestion de patrimoine de chez Grisby vous le conseilleront, et de profiter de points d'entrée qui ne sont peut-être pas les meilleurs aujourd'hui, personne ne le sait, nous n'avons pas de boule de cristal, mais qui sont évidemment des points d'entrée plus attractifs que ce qu'on a pu connaître ces derniers mois. Donc voilà deux fonds cœur de portefeuille dans vos allocations qui ont vocation d'accompagner et d'investir sur 1, le digital et sur 2, l'environnement.
Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Un grand merci Maxime pour cette présentation. Le temps passe très vite avec vous, mais néanmoins l'heure tourne. C'était très clair et chez Grisby, je tenais à signaler effectivement qu'on partage la philosophie de gestion exposée par vos 3 maisons de gestion et puis également les thématiques qui ont été abordées, effectivement, elles sont aussi chères à notre cœur. Je vous avais évoqué un temps de questions-réponses, il va être très court parce qu'effectivement, là, on a passé déjà beaucoup de temps sur la présentation des perspectives envisagées pour 2022. Peut-être une question qui est revenue à plusieurs reprises, et merci à tous les participants d'avoir posé vos questions, elles sont très nombreuses, on n'y répondra pas à toutes immédiatement, mais on le fera après cet exercice de webinaire à travers notre équipe de conseillers puis nos partenaires. Sachez qu'on répondra à l'ensemble des questions qui n'auront pas été abordées au cours de ce webinaire. Une première question rapidement, tech, digital, ça a été évoqué à travers l'intelligence artificielle, à travers différents fonds. Plusieurs personnes ont posé la question, mais aujourd'hui, au regard du contexte actuel d'inflation et de hausse des taux, est-ce que ce sont des fonds qui vont continuer à souffrir dans les semaines et les mois à venir? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Alors, peut-être juste un premier élément de réponse. Parce qu'effectivement, on entend beaucoup parler d'inflation et de toute façon, les marchés ont besoin d'être alimentés par des faits et en ce moment, en l'occurrence, ils ont besoin d'être alimentés pour baisser et pour consolider une très forte hausse qu'ils ont connue depuis 2 ou 3 ans. Juste, on a fait de notre côté, mais c'est valable pour les fonds de tout le monde, un exercice sur la corrélation entre l'inflation et le marché action sur 80 ans, entre 1926 et 2010. Depuis 2010, les choses n'ont pas beaucoup évolué, donc je crois que nous avons suffisamment de recul. Avons ensuite catégorisé l'inflation en 5 compartiments, une inflation, une hyperinflation au-delà de 10, une inflation, forte inflation entre 5 et 10%, une inflation contenue, en tout cas contenue dans le cahier des charges des banques centrales entre 2 et 5%, une inflation entre 0 et 2 et inférieure à 0. Et on se rend compte qu'une période d'inflation entre 2 et 5%, qui est globalement le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui est un contexte qui devrait se perdurer, qui certes est un contexte d'inflation plus élevé que ces dernières années, est un contexte sur long terme qui est porteur pour les marchés actions. Et n'oublions jamais que qui dit inflation dit croissance. Et qui dit croissance dit plein emploi, dit carnet de commandes rempli pour les sociétés, dit sociétés très peu endettées et donc un contexte qui reste très positif. Et donc, je crois qu'il est hyper important, je parlais tout à l'heure d'information et d'hyperinformation, de ne pas sombrer, en tout cas de prendre un petit peu de hauteur, d'étudier les éléments avec beaucoup de granularité et de finesse. Et aujourd'hui, clairement, le contexte d'inflation dans lequel nous entrons, probablement à moyen terme, personne ne sait si ça va durer 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans, est un contexte qui est porteur pour les fonds que nous avons évoqués ce soir globalement, donc notamment les fonds actions, et que finalement le plus gros danger pour vous, et je crois qu'il y a des questions en ce sens qui sont remontées, serait de ne rien faire et surtout de rester investi sur des supports qui dorment, sur des supports qui certes ont été garantis jusqu'à présent et vous ont délivré de la performance, et j'entends par cela notamment le fonds euro, mais qui pour le coup sont sujets à ce phénomène d'inflation. Voilà quelques éléments de réponse que je pouvais donner de mon côté. Parfait, merci à tous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'effectivement on a dépassé déjà l'heure pour ce webinaire. Vous avez été très nombreux et de très nombreuses questions ont été posées. Merci à tous les participants. Peut-être en synthèse, en quelques mots, ce qu'il faut retenir, la diversification, elle a évidemment, c'est un maître mot dans notre secteur de la gestion de patrimoine. Il faut garder ça en tête. On a parlé de lisser ses points d'entrée, c'est important parce que l'année 2022 risque d'être marquée par la volatilité. Ça a déjà été le cas au cours de ces premières semaines et ça risque d'être le cas au cours des semaines à venir et des mois à venir. Donc, n'hésitez pas à rentrer de manière progressive en lissant les points d'entrée. Ça a déjà été évoqué par l'un des intervenants, donc ça, c'est aussi à retenir. La diversification géographique, bien entendu, Louis-Charles nous en a parlé avec les US et la Chine en particulier. Ça, c'est très important. Les thématiques de long terme, et c'est très cher à notre cœur chez Grisby. Ce qu'on dit à nos clients quotidiennement qu'on investit sur le long terme et qu'on va rencontrer des périodes compliquées qui vont secouer, c'est le cas actuellement, mais ce n'est pas pour autant qu'on change de conviction de long terme. Donc, quand on a la possibilité d'investir sur un horizon de temps lointain,
On n'est pas là pour remettre en question ses convictions long terme lors de ces phases un peu compliquées. Donc ça, c'est aussi un message à retenir ce soir. On s'arrête là simplement pour vous dire que, comme les précédents webinaires, ce webinaire sera accessible en replay. Vous pourrez le regarder quand vous le souhaitez à un autre moment et vous pourrez le transférer à l'un ou plusieurs de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Une fois de plus, merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Merci, bonne soirée à tous.